Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. À Tadjoura, la journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains a été célébrée. Et au Proche-Orient, la Palestine va présider un groupe de 134 pays à l'ONU. Merci à vous de nous rejoindre. Suite aux récents événements que connaît la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis a prononcé un discours aux Nations Unies dans lequel il a formellement souligné la volonté de la République de Djibouti pour résoudre le conflit avec son voisin érythréen. Lors de son allocution, l'ambassadeur Mohamed Ziad Doualé a souligné que Djibouti s'est félicité des derniers développements positifs concernant le conflit prolongé entre l'Érythrée et l'Éthiopie et de la volonté du Conseil de soutenir les deux pays dans la mise en œuvre de la déclaration conjointe. Grâce à cette paix, a-t-il dit, entre les deux pays, la région qui connaissait depuis trop longtemps divers conflits intra- et inter-étatiques aux conséquences économiques et sociales désastreuses sont des jours lointaines. L'ambassadeur de Doualé a rappelé que Djibouti avait souscrit à l'évaluation des chefs d'État de l'Union africaine soulignée dans la décision de l'Assemblée de l'Union africaine qui concernait le différend frontalier non résolu entre Djibouti et l'Érythrée adopté le 2 juillet dernier à Nouakchott en Mauritanie. Il a souligné qu'il était urgent que tous les pays de la Corne de l'Afrique s'engagent à maximiser les possibilités d'instaurer une paix durable dans la région et demande formellement à la Commission de l'Union africaine de poursuivre ses efforts pour aider Djibouti et l'Érythrée. Depuis toujours, la République de Djibouti a œuvré pour la paix dans cette région de l'Afrique et reste fidèle à ce principe. Conscient de la position géostratégique de la République de Djibouti dans le contexte des flux migratoires et des défis croissants rencontrés, le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme ainsi que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ont joint leurs efforts afin de marquer la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains. Soutenu par le programme Améliorer la gestion des flux migratoires qui est financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, 3 jours de célébration ont marqué l'événement du développement. Donc 3 jours qui ont marqué cet événement. Les activités sont globalement organisées par la Deutsche Gesellschaft qui coordonne aussi la mise en œuvre de ce programme dans toute la Corne de l'Afrique. Cette célébration hautement symbolique a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, le ministre du Commerce et le ministre délégué à la décentralisation. Ces journées du 28 au 30 juillet dans la ville de Tadjoura sont dédiées à la sensibilisation des jeunes sur la situation migratoire actuelle et à réfléchir ensemble avec les institutions nationales. Est très sensible à toutes les questions liées aux droits de l'homme, aussi dignité humaine. Et bien sûr, il y a aussi ce côté-là quand on voit la problématique. Ce n'est pas seulement les criminels qu'il faut poursuivre des criminels, mais de l'autre côté, il faut aussi protéger les victimes. Et sur ça, on est aussi prêt à collaborer et soutenir des efforts du gouvernement de Djibouti, des efforts de la société civile et des organisations qui s'occupent de la problématique migratoire. L'Union européenne a vraiment monté une toute série d'actions régionales qui touchent en sens large la problématique. Et de son côté, prenons la parole l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, s'est réjoui donc de la célébration de cette journée dans la région de Tadjoura. On l'écoute. À remercier le gouvernement djiboutien pour ses efforts de ces dernières années visant à relever ce défi. Certaines des initiatives qui ont eu le plus de succès sont celles du ministère de la Justice. Au cours de l'année dernière, le ministre Moumin Ahmed Cheikh a nommé un procureur adjoint chargé des affaires relatives à la traite des êtres humains. Il a également autorisé l'organisation d'une formation complète pour les procureurs afin de mieux identifier les cas de traite. Ces efforts créent une infrastructure juridique plus robuste et plus efficace.
En 2017, Djibouti a obtenu sa première condamnation pour un cas de traite. Nous adressons nos vives félicitations au ministère de la Justice de Djibouti pour cet accomplissement qui protège de cette forme d'exploitation toute personne vivant dans le pays ou traversant celui-ci. En fait, c'est un signal aux trafiquants que l'impunité n'existe plus ici. Le rapport annuel sur la traite des personnes de 2018 salue les progrès significatifs de Djibouti et place désormais Djibouti parmi les leaders de la région. L'ambassade des États-Unis est fière de collaborer avec les autorités gouvernementales djiboutiennes et les dirigeants de la société civile dans la lutte contre la traite des êtres humains. Et pour sa part, le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, s'est réjoui de la célébration de cette journée et a rappelé l'importance de la lutte contre la traite d'êtres humains. On l'écoute. Aujourd'hui est de célébrer avec vous la journée mondiale de la traite des êtres humains dans cette belle ville de Tadjoura, ville historique et spirituelle. La traite des personnes, on ne le dira pas assez, est un crime contre la dignité humaine. C'est un crime qui, conformément à l'article 7 de la loi numéro 133 AN 2016, 7e législature portant lutte contre la traite des personnes et trafic illicite des migrants, est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Quand des enfants sont impliqués, la répression est beaucoup plus sévère. Une peine de réclusion de 10 à 20 ans d'emprisonnement ferme est prévue. Ces agissements odieux nous rappellent les ères sombres de l'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques. Nous ne pouvons tolérer que de telles pratiques perdurent de nos jours. C'est l'exploitation de la vulnérabilité, de l'innocence à des fins lucratives. À Djibouti, nous avons fait des progrès dans la lutte contre ce crime abject. Nous avons construit un cadre juridique robuste. Nous avons ratifié les conventions des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Nous avons adopté des lois, d'abord en 2007, ensuite en 2016. Nous avons durci les peines à infliger aux coupables de tels crimes. Mesdames et messieurs, nous avons mis en place des programmes de renforcement des capacités pour tous qui interviennent dans la lutte contre la traite des êtres humains. Également dans l'actualité, sous le patronage du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a été clôturé hier un événement célébrant la journée mondiale de migration en partenariat avec les programmes du bureau Better Migration Management à Djibouti. Cette journée dont la clôture intervient juste après une série de manifestations sportives qui se sont déroulées du 28 au 30 juillet à Tadjoura, a vu la participation de nombreuses personnalités de divers secteurs. Il est à souligner que cet événement a été célébré autour du thème Migrants un jour, humains toujours, protégeant nos semblables. Ainsi, la finale de football a opposé les équipes du Sud, à savoir Ali Sabié et Dikil, et c'est le ministre de la Justice et le ministre délégué à la décentralisation, ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne qui ont eu l'honneur de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Enfin, la rencontre a été remportée par l'équipe de la ville d'Unité au tir au but face à la formation Assad Diogo. L'autre derby féminin a opposé dans la discipline de handball la sélection d'Ali Sabié à celle de Dikil. Le coup d'envoi de la finale handball a été donné par le préfet adjoint Habib Jilani et le secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Abdelkader, ainsi que le directeur des régions du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et donc, cette fois-ci, les jeunes handballeuses à Assad Diogo ont sauvé l'honneur en s'imposant face à la formation de Dikil. Et enfin, cette journée riche en couleurs, organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en l'honneur de la lutte contre la traite des humains, a pris fin par une remise des trophées aux heureux et heureuses finalistes vainqueurs.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André. Et cette rencontre a vu la participation du directeur de l'Environnement, également secrétaire général par intérim, et du développement durable. Le ministre a tout d'abord mis en exergue les relations qui unissent Djibouti et les États-Unis d'Amérique, puis les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération avec les États-Unis d'Amérique dans le domaine de la pollution, du suivi de l'environnement et du renforcement des capacités dans le domaine de l'urbanisme. Le ministre a de son côté rappelé que les États-Unis sont en train de réviser les programmes mis en œuvre à Djibouti en vue de les aligner avec la vision Djibouti 2035. Toujours en nouvelles du pays, le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'UNICEF, a organisé un atelier sur l'opérationnalisation des termes de référence du comité technique multisectoriel pour le développement de la petite enfance et la conceptualisation de l'approche intégrée dans les centres d'éveil. Cet atelier, qui va durer 2 jours, a pour objectif donc de développement holistique de l'enfant et de la petite enfance. C'est dans cette optique que des futurs centres d'éveil seront créés, un lieu d'accueil qui permet aux enfants de vivre une première expérience avec d'autres enfants en toute sécurité. Le développement de la petite enfance est l'un des investissements les plus judicieux pour faire rompre le cercle vicieux de la pauvreté et garantir un développement économique et humain. En premier lieu, l'analyse de la situation des services dans les garderies et les crèches communautaires et dans les programmes préscolaires existants. Cette cartographie des capacités existantes a permis de savoir la mesure dans laquelle les parents et les communautés sont impliqués dans ces programmes afin d'en être à la fois les acteurs et les bénéficiaires. Mesdames et messieurs, chers collègues, investir dans le développement de la petite enfance passe par l'intégration des services à la petite enfance. Ce comité technique qui est réuni aujourd'hui a pour mission noble de piloter l'approche intégrée dans quelques communautés stratégiquement ciblées pour démontrer les avantages de l'approche afin de penser éventuellement à l'échelle. Votre présence à cet atelier aujourd'hui contribuera, je n'en doute pas, à la mise en place d'une plateforme de coordination pour une approche intégrée de la petite enfance. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumouna Ahmed Hassan, a souligné que cet atelier qui va durer 2 jours est la continuité de l'atelier du 24 juillet dernier qui portait sur la restitution de l'analyse de la situation sur le développement intégré de la petite enfance. On l'écoute. Réunis dans cette salle, c'est dans la continuité du travail que nous avons eu le 24 juillet 2018 au Palais du Peuple. Le 24 juillet vous a été présenté un état de lieu des interventions, des actions et des programmes relatifs à la protection et au développement de la petite enfance que le gouvernement de la République de Djibouti réalise. Sur la base, et ce sont des propos, des informations, de la documentation recueillie de tous les départements ministériels du gouvernement de Djibouti. Il y a eu un aperçu relativement holistique des interventions que le gouvernement de Djibouti entreprend pour la petite enfance. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle-là pour continuer ce travail. Une fois que nous savons quelles sont les interventions que la République de Djibouti réalise, il faudrait qu'on rationalise, on mutualise, on coordonne nos actions afin de servir ce petit enfant. L'objectif de ce travail que le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec d'autres départements ministériels, entreprend, sont les suivants. D'abord, c'est l'implication et l'appropriation des interventions de tout à chacun concernant la petite enfance, de tout département ministériel. Il faut que chacun s'implique, s'approprie ces interventions. On peut rester dans un bureau, produire un document et dire on va le mettre en œuvre. Mais je pense que l'approche ne sera pas efficace et ne sera pas bénéfique pour la petite enfance. Donc la démarche que le ministère de la Femme et de la Famille a souhaitée, c'est d'abord consulter, se concerter, s'approcher des différents départements ministériels pour savoir quelles sont les interventions réalisées pour la petite enfance.
Également dans l'actualité, la base humanitaire logistique du programme alimentaire mondial à Djibouti a abrité ce matin une cérémonie de remise de certificats de formation à une dizaine d'élèves malentendants scolarisés en première année de CAP section peinture au lycée industriel et commercial. La cérémonie a été parrainée par la représentante du PAM à Djibouti en présence du directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Abdelrad El-Hamad ainsi que de hauts responsables du PAM et de l'ETFP. A noter que ces élèves de la section peinture en première année du CAP ont achevé un stage de formation d'1 mois effectué dans les locaux du PAM. Ces élèves malentendants ont d'abord été informés sur les différentes activités du PAM, puis ils ont ensuite matérialisé la vision qu'ils ont du PAM avec des images qu'ils ont dessinées donc sur les murs et de l'enceinte donc de la base logistique du PAM. Et dans une brève intervention, la représentante du PAM à Djibouti a rappelé que cette formation du stage va faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes dans le marché du travail. Elle a loué le travail remarquable de ces jeunes élèves malentendants qui ont fait profit donc cette importante formation de stage durant 1 mois. La cérémonie s'est clôturée par la remise de certificats aux élèves malentendants de la formation professionnelle et la traditionnelle photo de famille. Peinture en première année de CAP vient de finir un stage d'1 mois effectué dans les locaux du PAM. Ces élèves malentendants, après avoir été informés sur les différentes activités du PAM, ont matérialisé la vision qu'ils avaient de cette institution à travers des images qu'ils ont mis sur les murs de l'enceinte du PAM situé à PK20. Ces élèves-là ont travaillé tout le mois de juillet pour effectuer ce travail remarquable. Cela nous montre leur capacité à matérialiser à partir des informations reçues à travers la création en peinture. Et pour sa part, le directeur général de l'ETFP, Abdelrad El-Hamad, a rendu hommage à la représentante du PAM pour avoir offert cette formation à des élèves à besoins spéciaux. On l'écoute. L'ensemble de l'équipe du PAM pour avoir organisé déjà cette cérémonie et également la formation et le stage de nos jeunes étudiants. Comme vous le savez, c'est des étudiants à besoins spéciaux, donc c'est des malentendants. Donc c'est un geste non seulement au niveau pédagogique, mais également au niveau du cœur. Donc c'est un geste qui compte beaucoup pour nous. C'est un geste très important. Donc je voudrais également remercier le formateur qui les a encadrés et féliciter les jeunes qui ont participé donc à ce travail. C'est un magnifique travail qui a été fait. Donc je voulais les encourager à continuer dans ce sens. Et nous aimerions également, approfondir. On aimerait que les organismes nous aident à recruter ces jeunes, parce que c'est pas comme les autres jeunes, c'est pas vraiment facile pour eux de demander un emploi. Nous aimerions que les agences puissent nous aider à trouver du travail pour ces jeunes, pas seulement au niveau des organismes, mais aussi on aimerait que d'autres offices, comme les organismes autonomes, les offices autonomes même de l'État, nous souhaiterons que ces jeunes puissent avoir la possibilité de travailler. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un handicap. Même s'ils continuent à travailler, on a vu la mention très bien cette année dans un major de la formation de la filière comptabilité cette année. C'était un jeune de la classe de... Santé à présent, centre de référence en matière de dépistage volontaire, le centre Yonis Toussaint accueille chaque jour des personnes qui, de leur propre initiative et en conservant l'anonymat, bénéficient de tests gratuits de dépistage du VIH. Ces personnes bénéficient systématiquement d'un suivi et d'un accompagnement individualisé par un assistant psychosocial qui est à leur écoute et qui leur procure des conseils et des informations pour une prise de conscience sur les risques de contamination ainsi que pour une meilleure compréhension des moyens de prévention. Doté d'un laboratoire de référence, le prélèvement sanguin constitue la première étape de dépistage et se conforme aussi aux règles de l'anonymat et de la confidentialité. Et face au risque de contamination, il est fortement recommandé de faire donc une démarche de dépistage dans les 48 heures suivant l'exposition pour pouvoir commencer immédiatement les traitements afin d'empêcher la contamination. Le ministère de la Santé multiplie également ses actions de promotion et de sensibilisation, notamment auprès des jeunes pour accroître l'affluence dans le centre de dépistage et dans l'ensemble des structures sanitaires qui procèdent à ces opérations volontaires et anonymes dans notre pays.
Fait divers pour clore l'actualité nationale. Dans l'après-midi du 22 juillet dernier, la brigade de la gendarmerie nationale d'Enguela a été saisie d'une affaire de vol et de détournement de marchandises appartenant à un commerçant de la place. Les investigations entreprises ont démontré que les auteurs de ces faits ne sont autres que les employés chargés de la livraison aux différentes boutiques ayant fait des commandes dans la capitale et dans ses périphéries. Le 24 juillet dernier, les gendarmes de la brigade d'Enguela ont pu mettre la main sur 4 auteurs impliqués dans cette affaire de vol et de détournement. Au cours de l'enquête, les gendarmes ont pu saisir auprès de 9 receleurs des diverses marchandises composées de réchauds, 2 grands cartons contenant des thermos, 10 sacs de sucre, un lot important de produits d'entretien, 25 cartons de sirop ainsi que de produits de première nécessité. Le préjudice des marchandises saisies s'élève à un montant de 2 millions de nos francs. Dans le cas de cette affaire, les 4 personnes mises en cause et les 9 receleurs ont été traduits en justice le 28 juillet dernier et vu la gravité des faits, la substitut du procureur de la République a décerné des mandats de dépôt contre les 4 receleurs, 4 auteurs présumés, tandis que les 9 receleurs ont bénéficié d'une liberté provisoire. Et de là, nous passons à la une de l'actualité nationale avec Asma Oubakar. Bonsoir Asma. Bonsoir. Alors nous allons parler de la présidentielle au Mali, donc vers un second tour, notamment après le premier tour donc, de cette présidentielle, Asma. Effectivement, Ahmed au Mali, 48 heures après l'élection présidentielle, l'opposition affirme qu'un second tour sera nécessaire pour départager les 2 candidats arrivés en tête du scrutin. Mais les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, le président sortant, sont d'un tout autre avis. Ils s'attendent à une nette victoire de leur candidat dès le premier tour. Eh bien, Ahmed, tout dépendra de la participation d'ordinaire assez faible dans le pays. Mamadou Camara, qui est porte-parole d'Ibrahim Boubacar Keïta, a indiqué, je cite, « La tendance est claire et nette, indique que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta arrive largement en tête », fin de citation. En attendant la proclamation officielle, des résultats, donc les partisans de Soumaïla Cissé, qui a 68 ans, le leader de l'opposition, remettent en cause les conditions du scrutin. En cas de second tour, le scrutin est déjà programmé pour le 12 août prochain. Enfin, donc Asma, l'État de Palestine va présider un groupe de 134 pays à l'ONU. Effectivement, alors le porte-parole adjoint de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que l'ONU était impatiente de coopérer avec le groupe des 77 et sa direction alors qu'il commentait l'élection de la Palestine comme prochain président du bloc. Cette nomination plus symbolique qu'autre chose est toutefois une avancée politique pour les Palestiniens. Dans le même temps, elle fait figure de camouflet pour Israël, dont les positions sont rarement suivies, voire vivement critiquées au sein des réunions des Nations Unies. Et dans le cadre d'un système de rotation géographique du G77, c'est le tour du groupe asiatique de nommer un président pour 2019. Et en janvier 2019, la Palestine succédera à l'Égypte qui représente le groupe africain. Merci Asma, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.